Je suis Israël Nizan, professeur de gynécologie obstétrique, ancien professeur au CHU de Strasbourg. Et actuellement, je dirige une unité de gynécologie obstétrique à l'hôpital américain de Neuilly. Israël Nizan, première, plaf. Il est vrai de dire que cette discipline médicale est au carrefour de très nombreuses questions sociétales. La reproduction, le diagnostic prénatal où on décide de la vie ou de la mort d'un enfant, l'accompagnement des femmes au cours de la naissance, l'accompagnement des femmes au cours de leur vie, pose de très nombreuses questions éthiques et c'est ce qui rend cette discipline encore plus intelligente parce qu'elle oblige à avoir et à donner du sens. C'est pas que de la technique est indispensable, mais celui qui irait dans cette discipline sans avoir réfléchi au préalable au sens qu'il donne aux actes qu'il commet, qu'il fait, ferait une médecine délabrée. Alors, je pense qu'on est sorti d'une espèce de Moyen-Âge où les femmes n'avaient que peu de droits et peu de consentement à donner. La plupart d'entre elles arrivaient là avec des grossesses qu'elles n'avaient pas souhaitées. Elles étaient contraintes dans leur vie de tous les jours, pas de chéquier, pas d'autorisation de travailler, pas de... Et puis, dès qu'elle rencontrait un homme, pas de contraception et des grossesses. On est sorti, je me souviens des salles de naissance de mon internat, où ça hurlait contre ce mari qui les avait encore mises enceintes et qui, lui, était au bistrot du coin. Et donc, on est passé très progressivement de cette situation de contrainte des femmes, où d'ailleurs, lorsqu'elles venaient nous demander une interruption de grossesse, on leur refusait avec un certain mépris et une certaine morgue. Qu'est-ce que vous me demandez de faire un meurtre, un assassinat ? Médecine que personnellement je n'aurais pas pu faire, mais quand j'étais jeune interne, j'ai vu ça. Et pendant 3 mois, je me suis demandé si j'allais rester là. D'autant que c'était en 1974, juste avant la loi Veil. Et j'ai vu 2 jeunes de 15 ans et 16 ans mourir en 24 heures dans des douleurs atroces après s'être injectés de l'eau savonneuse dans l'utérus pour avorter. Et je me souviens encore de leurs cris et on ne pouvait pas les sauver, c'était trop avancé, elles étaient arrivées avec 42 de température, les deux à très peu d'écart. Et en même temps, quand j'allais en salle d'opération, je voyais la fille du préfet où on avait marqué sur le tableau opératoire « fausse couche ». Alors que c'était une IVG en bonne et due forme. Donc les riches se débrouillaient et ne mouraient pas, les autres, elles mouraient. Elles mouraient dans des conditions effroyables. Et je m'étais dit que je n'allais pas pouvoir voir, j'avais 24 ans, que je ne pouvais pas voir ça toute ma vie, et que c'était des violences faites aux femmes incroyables. J'ai été sauvé par le gong de la loi Veil, et depuis le 23 janvier 1975, je n'ai plus vu une femme mourir de ça. Et l'accueil que j'avais vu de mon patron, qui pourtant aimait bien les femmes, l'accueil un peu méprisant des femmes qui venaient dire bah, « écoutez, ça va vraiment pas, cette grossesse, non, c'est pas possible. Ah non, madame, je suis désolé. » Cette espèce de violence institutionnelle a disparu du jour au lendemain. Par chance, j'étais à l'époque dans un service dirigé par un grand catholique qui a décidé que puisque la loi de la France autorisait désormais l'IVG, ça n'aurait pas lieu dans une annexe quelque part au fond de la cour, mais dans son service. Et donc, on est passé de l'interdit qui menait en prison, dernière femme guillotinée, à oui, on le fait, dans des conditions qui à l'époque étaient un peu sordides. Et puis, 2-3 ans plus tard, oui, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et donc, cette évolution-là, j'estime avoir eu de la chance d'avoir été là pour la voir, pour voir cette libération du droit des femmes, cette manière d'accompagner ce que les femmes nous demandent,
parfois même dans un laps de temps très court. Elle nous demande une fécondation in vitro et une IVG juste après. Cette espèce de terrible paradoxe où on éduque les médecins à suivre les demandes des femmes sans les contester, sans leur demander de se légitimer, en les responsabilisant, en leur expliquant les choses, mais au bout du bout, c'est à elles de décider. Au bout du bout, sauf quand il y a une demande qui est trop exotique, trop en décalage avec nos valeurs. Par exemple, il y a une demande qui monte actuellement, c'est la demande de stérilisation tubaire à 20 ans. Donc on a énormément de petites jeunes qui viennent et qui disent « Voilà, je ne veux pas d'enfant et je n'en voudrais jamais. Je vous demande de me faire une ligature de trompe, qui est un geste chirurgical, irréversible, etc. » Alors, ça implique qu'on se soit positionné par rapport à ça. Et en gros, il y a deux groupes de médecins. Il y a ceux qui disent bah, « c'est une grande fille, elle fait ce qu'elle veut de son corps est à elle, je lui fais ». Et ceux qui disent clause de conscience, elle peut changer d'avis, ce serait ma fille, j'aimerais pas qu'elle fasse ça. Je lui dis moi je ne peux pas le faire, allez voir un autre médecin. Elle trouve toujours quelqu'un pour le faire. Et donc ça c'est un très bon exercice de discussion dans un staff pour élever le niveau philosophique des internes. Et pourquoi tu ne veux pas lui faire? Quelles sont tes raisons? Mais 3 réflexions philosophiques l'une derrière l'autre. Et c'est peut-être une des seules disciplines où ça existe, ça. Quand on a un cancer du côlon, on va chez le chirurgien, il enlève le côlon, on discute assez peu. Quand il y a une fracture et un os, il faut le remettre droit, on discute assez peu. En tout cas, il n'y a pas une discussion éthique. Chez nous, il n'y a pas de semaine où il n'y ait pas une discussion éthique. La semaine dernière, une femme qui avait demandé une insémination artificielle avec un sperme de donneur, met au monde parce qu'on ne l'a pas vu, un enfant trisomique 21, elle l'abandonne. Et elle revient très peu de temps après pour demander une nouvelle insémination artificielle. Tu fais pas. Et donc, nous, on n'a pas la possibilité de dire « Ah, venez, je vote gris ». Non, on a les mains dans le cambouis, de la même manière quand on trouve une malformation, une amputation de membre, il manque un doigt, la femme demande un avortement au 6e mois. Tu fais pas. Mais bon, tu peux dire, un doigt qui manque, c'est pas très grave. Mais où se passe la limite? Ce qu'on appelle le passage à la limite. Est-ce que quand il manque une main, on va accéder à sa demande? Est-ce que quand il manque un bras, on accède à sa demande? C'est le passage à la limite. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est ce qu'il y a de plus douloureux, de plus difficile et de plus intéressant. Alors, où est cette limite, justement? Par exemple, prenons un exemple. De plus en plus de personnes demandent à changer de genre, voire de sexe, même si ce n'est pas totalement possible. À partir de quel âge on l'autorise? Est-ce que des parents peuvent autoriser leur enfant mineur? Est-ce que la société doit porter assistance ou au contraire de dire attendre? Et que dit le médecin? Je viens de préparer pour demain un exposé qui prépare les médecins à accueillir une personne trans en consultation. Il y a eu 2 procès dans les dernières semaines où des médecins ont été condamnés pour avoir refusé en consultation des personnes trans. Une personne au Québec, un médecin interdit d'exercice pendant 3 mois, et un dans le sud de la France. Et donc, j'ai éprouvé le besoin en tant qu'enseignant d'aller expliquer à mes collègues, voilà ce que je vous conseille de faire. Première diapo, deuxième diapo. Donc, c'est quelque chose qui vient de manière assez massive s'imposer à nous, à cause des réseaux sociaux, à cause des transactivistes, à cause du fait qu'il y a un mal-être adolescent qui a toujours existé, mais qui est aujourd'hui un peu plus prévalent. Et puis de mon point de vue, quand je lis et vois que 75% des demandes de transition sont des transitions femmes-hommes, ça me pose question sur ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui.
les unes ayant subi des violences sexuelles et des abus sexuels dans l'enfance, les autres s'étant fait traiter de salopes dans leur quartier, les troisièmes n'envisageant pas la vie en tant que femme, demandent des transitions. Et enfin, j'en vois beaucoup qui se sentant attirés par d'autres femmes et ne pouvant pas révéler l'homosexualité. C'est bon sang, mais c'est bien sûr, si je suis attiré par d'autres femmes, c'est que je ne suis pas dans le bon corps. Or, l'homosexualité, c'est quelque chose qui touche entre 7 et 10% des personnes. Il n'y a pas besoin de changer d'identité pour accepter son homosexualité, qui, de fait, est de plus en plus acceptée. Et sur l'âge à partir duquel, vous, médecin, vous vous dites un adolescent qui est mal dans son corps veut changer de genre, les parents l'autorisent. Quelle est votre boussole pour dire oui, pour dire non? Et le citoyen en pense quelque chose, mais le médecin citoyen, il est au cœur. Vous disiez, j'ai les mains dans le cambouis. Et sur cette question, on les a vraiment. La première notion qui est très importante, et ça c'est le médecin qui parle, c'est que chez les mammifères et dans l'espèce humaine, il n'y a que 2 sexes. Et si on déterre un cercueil 300 ans après sa mort, on sait si c'était un sexe masculin ou un sexe féminin. Il n'y a pas plusieurs sexes, il n'y a que 2 sexes. Chaque cellule est estampillée d'un tampon indélébile qui marque le sexe. On ne change pas de sexe biologique et génétique. Donc ça, c'est le premier fantasme sur lequel, et abus de langage, sur lequel il faut qu'on lutte. Et moi je le dis dans les écoles, il n'y a que 2 sexes biologiques et génétiques. En revanche, il y a 1000 genres. Et ce n'est pas parce qu'on parle du genre, désormais, qu'on ne peut plus parler du sexe. On peut changer de genre, y compris toutes les semaines, être d'un genre puis d'un autre, être fluide, être tout ce qu'on veut. Le genre, c'est la manière de parler, d'être vu par les autres, de parler sa sexualité, mais on part d'une assignation contre laquelle on ne peut rien, et c'est peut-être ça qui gêne. On ne peut rien contre l'assignation qui nous est tombée dessus lors de la création de notre première cellule. Et ça, c'est la première chose que je dis aux adolescents, on ne peut pas changer de sexe. On peut changer de genre, mais on ne peut pas changer de sexe. La deuxième chose que je leur dis, c'est que dans cette affaire-là, il y a ce qu'on appelle la transition sociale et psychologique, et il y a tout ce qui touche au corps. Je pense qu'accepter une demande d'un enfant ou d'un adolescent de transition sociale, pourquoi pas? L'éducation nationale a fait une circulaire dans ce sens. Il y a des parents qui sont très réticents, mais je pense que parfois il faut protéger les enfants contre les parents. C'est-à-dire que l'enfant qui veut changer de prénom, on essaye de se mettre d'accord avec les parents et de les convaincre d'accepter cela. Un enfant qui veut changer d'habit, de coiffure, et être vu non plus comme une fille, parce que c'est souvent dans ce sens-là que ça va, mais comme un garçon, why not? Why not? Pour expérimenter auprès des autres, parce que c'est les autres la cible, le fait d'être regardé non plus comme une fille, mais comme un garçon. Par contre, il ne faut toucher au corps que la main tremblante, comme on disait pour la loi, parce que ça, c'est irréversible. Je ne suis pas favorable à ce qu'on enlève les seins à une fille de 15 ans. Ça se produit aux États-Unis, ça ne s'est pas produit en France pour l'instant. Personne n'a obtempéré devant ces demandes. Je ne suis pas favorable à ce qu'on enlève l'utérus à une jeune fille de 14 ans. Je ne suis pas favorable à ce qu'on opère, et je ne suis pas non plus favorable, pour des raisons de non-visibilité de l'innocuité, sur les traitements de blocage de puberté. Ce sont des hormones extrêmement fortes qui bloquent la puberté, et on n'en connaît pas les conséquences à long terme. On a l'habitude, nous les médecins, de d'abord ne pas nuire. Et quand on veut mettre un traitement sur le marché, on fait des comparaisons, on fait des études, c'est-à-dire qu'on étudie cela, mais pour l'instant, si je regarde la littérature, les effets adverses des bloqueurs de puberté donnés aux filles ou aux garçons à 13-14 ans ne sont
pas quantifié, pas quantifiable, il y a du danger là-dedans, et donc j'y suis pas favorable. À partir de 18 ans, c'est des grandes filles et des grands garçons. Et ceux d'entre eux qui, ayant passé 3-4 ans dans une transition sociale où ils se sentaient plus à l'aise quand on les regardait comme une fille ou comme un garçon, peuvent aller au-delà. Il y en a beaucoup qui détransitionnent. Et cette détransition, il faut qu'elle soit possible. Elle est possible quand elle est juste sociétale et psychologique. Elle n'est plus possible où, en fait, on crée de la maladie quand on a touché au corps. J'ajoute à cela que derrière tout ça, il y a les réseaux sociaux, il y a les transactistes, mais c'est surtout le marché. Il y a des gens qui ont fait le calcul qu'une personne qui transitionne vraiment va rapporter 500 000 $ dans sa vie aux marchands d'hormones. 500 000 $ fois un pourcentage non négligeable de la population qui est intéressée à ça, mais il n'y a aucun industriel qui ne s'intéresserait pas. Les industriels, les grands labos d'hormones financent les transactivistes, financent les blogs, les groupes sociaux, et nos petits jeunes sont un petit peu les victimes de ce marché-là, où on les incite, on leur dit « Tu vas pas bien dans ta peau ? Tu as un souci d'identité ? Tu as rêvé de ton copain dans tes rêves et tu te demandes si tu ne serais pas par hasard homosexuel, mais c'est parce que tu n'es pas dans le bon corps. » Ils font une fixette là-dessus. Il y a l'explication simple qui vient et ils sont là dans l'exigence qu'on les croit, mais pas qu'on obtempère. Et donc la limite, c'est 18 ans. Et même quand un jeune me demande, je lui dis « Attends 25 ans pour toucher à ton corps, ce sera toujours temps de le faire. » Au travers de vos réponses, on comprend que finalement, la grille de lecture, la boussole principale éthique du médecin, c'est d'abord ne pas nuire, vous venez de le dire. Ouais. Il y a une question qui se pose, c'est jusqu'où on va dans l'acceptation. Je prends un exemple, celui de l'IVG. On peut être très favorable à l'IVG. La France l'a consacré récemment dans sa constitution. Mais où est-ce qu'on fixe la limite? Et c'est quoi le critère pour la fixer? Pourquoi il faudrait 10, 12, 14, 15? Qu'est-ce que ça change? Alors que le droit des femmes, et les féministes le disent, c'est de dire laissez-nous choisir jusqu'au moment où ce projet d'enfant ira ou pas jusqu'à son terme. Arrêtez de mettre un délai à l'IVG, elles disent aujourd'hui. Ça veut dire que 5 minutes avant la naissance, on pourrait aller tuer un enfant dans le ventre de sa mère puisque sa mère n'en veut pas. Et à l'inverse, il y a les religieux qui disent, surtout dès la première cellule, c'est une vie potentielle, n'y touchez pas. Entre ces deux extrêmes, la grille de lecture éthique du médecin, c'est quoi? Il y a 3 droits en compétition dans cette affaire-là. Le droit de la femme de disposer de son corps, fort droit, très écouté aujourd'hui. Le droit du médecin de ne pas faire un geste ou de le faire. Et un droit dont on ne parle jamais, le droit du fœtus. Parce que c'est devenu carrément malpoli et politiquement incorrect d'en parler. Ces 3 droits s'opposent véritablement, et d'autant plus que la grossesse est avancée. Le droit du fœtus, la question qui est posée, c'est le fœtus est-il une personne? Pour certains, à l'extrême de... à partir du moment où un spermatozoïde est rentré dans un ovule, c'est une personne avec tous les droits de la personne. À l'autre extrême du champ de la pensée, tant que la mère ne le veut pas, ce n'est pas une personne. Elle a un gros ventre, elle est à terme, elle n'en veut pas, ce n'est pas une personne, il n'a aucun droit. Le droit français a tranché là-dessus. Le fœtus n'est pas une personne. Tu renverses une femme et tu tues son fœtus qui vient de se produire avec une vedette. Peut-on porter plainte pour homicide involontaire? La réponse est non. Le fœtus qui a été tué par un chauffard, ce n'est pas un homicide involontaire puisque ce n'est pas une personne. Le mot personne vient de persona, le masque, c'est-à-dire la personne qui a été vue, dont le visage a été vu. Le fœtus devient une personne au moment où il pointe son nez et où il est nommé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a aucun droit pendant tout ce temps-là. Quand il est congelé dans une cuve dans mon service, on renverse la cuve où il y a un rayon de soleil qui s'est produit, qui flingue tous les embryons dans la cuve, ça fait 180 décès, non.
c'est un accident de laboratoire, on peut indemniser éventuellement. Est-ce qu'on peut utiliser ces embryons congelés pour faire des produits cosmétiques? Non. Parce qu'ils ont une certaine dignité, la dignité qu'on confère à un être humain. Le début de la vie a 2 cellules, il y a déjà une dignité. Tu ne peux pas faire de la recherche avec sans avoir une autorisation spéciale. Tu ne peux pas faire des produits cosmétiques avec. Il y a une dignité, il y a déjà un droit. Mais pour autant, ce n'est pas une personne. Mais pour autant, ce n'est pas une personne. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une courbe d'acquisition des droits au fur et à mesure de la grossesse, puisque la mère peut décider de ne pas réimplanter l'embryon qui est congelé. Il n'y a personne qui... ça n'évoluera pas. Elle peut décider, une fois qu'elle est enceinte, d'avorter jusqu'à un certain stade qui est fixé par la loi. Elle peut décider, quand il y a une malformation, de mettre fin à ses jours en fonction de la gravité de la malformation. Mais là, elle n'est déjà plus seule pour le décider. Il faut qu'il y ait une collectivité médicale qui dise « oui, la malformation est d'une particulière gravité incurable ». Et tout d'un coup, il naît et il a tous les droits de la personne. Il a passé de 0% à 100% au cours de la grossesse. Pour moi, il y a quelque chose d'intangible qui est la viabilité. Il vient un moment dans l'acquisition des droits où le fœtus, si on le sortait, crierait et serait vivant. Ça lui fait sauter une marche. Marche qui, de mon point de vue, fait que, sauf malformation gravissime, on ne peut pas porter atteinte à ses jours. Puis il y a le droit des médecins. Le geste d'IVG, qu'il soit médicamenteux, c'est-à-dire on provoque un accouchement, ou qu'il soit chirurgical, est un geste difficile pour les gens qui le pratiquent. C'est un geste qui est d'autant plus difficile que la grossesse est avancée. Pourquoi? Parce que, si on prend la méthode chirurgicale, vient un moment où le fœtus a un crâne ossifié. Donc la méthode chirurgicale, c'est une méthode de dilacération fœtale. On va et on sort le fœtus morceau par morceau, une jambe, l'autre jambe, un bras. Parfois la tête est restée dedans, on n'arrive pas à l'attraper, ça peut durer 1 heure. Il y a des endroits où personne ne veut faire ça. Et ce n'est pas en les montrant du doigt et en disant « oh les méchants », qu'on fera en sorte qu'ils le fassent. Et j'ai déjà dirigé des services où les praticiens hospitaliers, qui étaient des gens qui aiment beaucoup les femmes et qui veulent les aider, me disaient « ça, je ne le ferai pas. Désolé, je ne le fais pas. » Donc, la dilacération fœtale, on pourrait dire, quand la grossesse est très avancée, on va utiliser une méthode médicamenteuse, on fait naître l'enfant. Oui, mais il naît vivant. Et il va se mettre à gasper, parfois pendant longtemps, dans le haricot dans lequel on l'a mis. Donc... c'est-à-dire qu'il faut l'avoir pratiqué, vu, vécu, pour avoir un avis éclairé sur ces questions. C'est pour ça que j'ai proposé aux gens qui décidaient sur le terme et le délai limite de venir voir. Parce que quand on est assis sur le velours rouge du Sénat et qu'on n'a jamais vu une IVG tardive, c'est un chiffre. C'est complètement abstrait. Ils ne sont jamais venus voir. Ils m'ont dit, c'est votre boulot. D'accord. Mais c'est aussi mon boulot de dire que, par chance, la clause de conscience est irréfragable et que si la patiente a une certaine autonomie, elle est conditionnée par l'autonomie du médecin. Un médecin qui ne serait pas autonome et auquel on aurait mis un anneau dans le nez en lui disant « on va te forcer », ce serait quoi l'IVG qu'il ferait? Ce serait quoi l'autonomie de la patiente? Et donc ça répond un peu à la question posée, c'est quoi la limite? La limite, c'est qu'on est dans une société des droits de l'homme. Contrat entre des égaux, entre le patient et le médecin. Mais on n'est pas des égaux. Mais on est passé de la médecine paternaliste, moi, comme un père, je sais ce qui est bon pour toi, au contrat entre des égaux. Des égaux d'égalité. D'égalité. Contrat des égaux, c'est-à-dire le médecin propose, le patient dispose, et on fait un contrat. Pas mal de patients nous disent si vous avez quelque chose de difficile à m'annoncer, doucement. C'est-à-dire qu'ils nous demandent d'avoir de l'empathie.
ce qui équivaut un peu à un retour vers une certaine forme de paternalisme. Je dis souvent à mes étudiants, le paternalisme n'est plus du tout à la mode, mais les patients nous le demandent. Et quand ils nous le demandent, faut pouvoir l'avoir dans la poche et se souvenir que comment on ferait pour sa fille, comment on ferait pour sa mère, comment on ferait pour son entourage, comment on présenterait les choses, comment on ferait les gestes avec des gens qui nous sont chers, et non pas, c'est un contrat, je fais le contrat, tu as signé, je fais ce que tu as signé, parce que ça, c'est déshumanisé. Donc la société peut nous demander une médecine un peu déshumanisée, c'est l'éthique des médecins de ne pas accepter brut de décoffrage ce que la société nous demande. Et donc, certaines féministes disent il ne faut pas de limite à l'IVG. Une femme à 1 semaine du terme qui demande l'interruption de la grossesse parce qu'elle, tout d'un coup, elle ne veut plus de son enfant, elle doit pouvoir avorter. Ben, ça veut dire quoi avorter? Ça veut dire que je fais naître l'enfant et je le pique après? Non, ça c'est un infanticide, ça mène son auteur en prison. Ça veut dire que je le pique avant de la naissance pour que ce soit un fœticide? Ben, je ne peux pas faire. Je peux faire un fœticide sur un fœtus gravement mal formé. Il m'est arrivé tardivement de faire des fœticides dans des enfants issus d'un viol. Le père, enfant normal, fœticide, le soir, t'es pas bien. Quelles que soient tes convictions religieuses. C'est pour ça que je parle du droit du médecin. C'est-à-dire que le médecin, il ne faut pas qu'il se mette à faire des choses qu'il n'aurait pas pu faire. Une partie de ma famille est morte tuée par des gens qui faisaient qu'obéir aux ordres. Par chance, les médecins ne sont pas obligés d'obéir aux ordres, quels que soient les ordres, y compris celui d'un patron ou d'un mandarin qui dirait « tu vas faire ça ?» Non. Il y a la clause de conscience, une préciosité que certains voudraient contester au corps médical. Par chance, on va tomber, quand on sera bien malade, sur des médecins qui ont une clause de conscience. C'est ce qu'on a de plus précieux dans notre métier. On ne sera jamais dans un service où un médecin fera des gestes parce que son patron lui a dit de les faire. Finalement, au-delà des grands principes, au-delà des idéaux, on en revient dans toutes ces questions à on ne peut pas faire de généralité et c'est dans un ensemble de cas particuliers qu'on peut ou pas autoriser les choses cas par cas. C'est un peu ça, non? C'est la beauté de ce métier, c'est qu'il y a la loi à laquelle nous sommes adossés. Par exemple, pour l'instant, on ne peut pas mettre fin au jour de quelqu'un qui nous le demande, même s'il nous le demande instamment et même s'il a une légitimité vraie à nous le demander. Si on le fait et que quelqu'un porte plainte et qu'on fait une analyse sanguine, etc., on sera condamné. Donc la loi, c'est un mur dont on peut changer le positionnement, c'est au législateur de le changer. En dehors de la loi, même dans ce qui est autorisé, il y a ce que nous pouvons faire. L'IVG, c'est un excellent exemple. Il y a la possibilité d'aller jusqu'à un certain point. Par exemple, le nouveau délai d'IVG de 16 semaines, je n'étais pas favorable à ce qu'on fixe un délai, j'étais favorable à ce que ce soit une interruption médicale de grossesse pour cause psychosociale. Et le dernier exemple que j'ai en tête, c'est une gamine de 11 ans qui allait jouer avec sa copine. Il y avait un grand frère de 17 ans qui était là et qui a fini par abuser de la petite de 11 ans, lui disant qu'il l'aimait, ils avaient un secret tous les deux, ils allaient faire un enfant, etc. On a découvert à 17 semaines, donc au-delà du délai, cette gamine de 11 ans enceinte. Personnellement, je n'ai jamais envoyé à l'étranger ce genre de souffrance. On a l'interruption médicale de grossesse, et l'interruption médicale de grossesse est légale. Pour cause psychosociale en l'occurrence. Pour cause psychosociale. Si vous avez considéré que c'était d'une particulière gravité. Particulière gravité, la vie de cette gamine était foutue, la vie de la famille l'était, mais j'ai une limite de délai pour l'IMG psychosocial, la viabilité de l'enfant. Si je suis obligé de le piquer avant de le faire sortir, ce qui se produit après 24 semaines, ne comptez pas sur moi. Si demain la loi disait on peut le faire jusqu'à 28 semaines, ce qui existe dans certains pays, il n'y aurait pas de médecin en France, de mon point de vue, ou très peu qui accepteraient de faire ce genre de geste. Donc voilà un exemple sur l'acquisition des droits du fœtus, l'augmentation des droits
de 0% à 100%. Les deux positions extrêmes sont schizophrènes. Tous les droits de la personne à l'embryon d'une cellule qu'on ne voit même pas au microscope, et aucun droit, même quand on est à terme. Ça, c'est les deux extrêmes. La vertu est au milieu. Acquisition de droits de 0% à 100%, et les droits de la personne sont constitués à 100% au moment de la naissance. J'avais un prof de gynéco qui disait « Je ne comprends pas que après un accident où l'enfant était sur la banquette arrière, il perd un bras, il a 1 mois, les parents arrivent à l'hôpital et disent « Faites tout ce que vous pouvez pour sauver mon enfant ». Mais le même enfant à qui on détecte 1 mois avant sa naissance qu'il lui manque un bras, les mêmes parents nous demandent de l'avorter. Il y a 1 mois d'écart. Expliquez-moi. Eh bien, il y a une légitimité à ça. La légitimité, c'est que quand l'enfant est vu, quand il est devenu une personne, quand on a pu l'embrasser dans le cou et que ce n'est pas une image, ben les choses changent. La loi respecte ça. Et je trouve que c'est pas si mal. C'est pas si mal d'avoir pu écrire dans le droit de la France, même si ça empêche de condamner pour homicide involontaire quelqu'un qui a tué parce qu'il était un chauffard. Bon, c'est choquant. Ok, c'est choquant. Mais comment faire autrement pour respecter les droits de la mère, les droits du médecin et les droits du fœtus? La France est quand même le seul pays au monde qui fait des lois pour ne pas les respecter. Et qui, après ne les avoir pas respectées, dit il faut faire une autre loi parce que la précédente, on ne l'a pas respectée. Donc on a un empilement de lois incroyable qui décore les étagères des ministères et on ne se sent pas obligé de les respecter. Il y a une loi remarquable de 2001 qui prévoit 3 heures d'information à la vie affective pour les petits au CP jusqu'au collège et à la vie affective et sexuelle après. 3 heures par an, c'est pas si mal. J'ai été voir plusieurs ministres de l'Éducation nationale, je leur ai dit, le citoyennisant vous demande d'appliquer cette loi. Je vous demande, à la prochaine rentrée, d'écrire à tous les directeurs de collège pour leur demander quelles sont leurs ressources humaines pour appliquer la loi de 2001. Ah non, je ne peux pas faire ça, monsieur le professeur. Vous comprenez, les associations de parents d'élèves catholiques vont hurler. Bon, bah alors abrogez la loi. Si c'est pour ne pas l'appliquer, qu'elle soit juste là, abrogez-la. Ah, mais je ne peux pas le faire non plus. Donc ça, c'est coupable. Tous les pays autour de nous éduquent leurs enfants. Et il y a Pourquoi faut-il le faire? 3 raisons. On a une augmentation du viol entre adolescents. On a une augmentation de la prostitution adolescente dans des proportions incroyables. Et on s'étonne que la violence entre les sexes augmente. Mais quand on a biberonné nos enfants à la pornographie c'est une éducation au non-consentement. Une femme qui dit non, en fait, ça veut dire oui. Elle ne le sait même pas, cette cloche, qu'en fait, elle en a envie. Et d'ailleurs, si on est bien viril et qu'on la fait jouir correctement, elle regrettera d'avoir dit non. Il y a des femmes qui décorent les rues, seuls les vrais virils peuvent s'en servir, et elles remercient après. Ben, c'est normal. Faire une loi contre les pinceurs de fesses et laisser nos enfants s'éduquer comme ça, c'est un non-sens. Je l'ai dit et répété, c'est en éduquant nos enfants au consentement. Et puis il y a une quatrième conséquence catastrophique. Nous sommes le pays d'Europe qui a le plus d'inceste. Et l'inceste, il est en intrafamilial. L'abus sexuel, c'est l'intrafamilial. Il faut dire à un enfant du CP, ton corps est à toi. Personne n'a le droit de te toucher. On n'a pas le droit de te laver entre les fesses quand on te donne le bain. Parce que l'enfant de 6 ans ne le sait pas, il pense qu'il appartient à ses parents. J'ai été voir des copains directeurs d'école dans ma ville. Je leur ai dit, tu sais quoi, on va prendre ton école pour faire un travail expérimental. Je vais former mon équipe dans ton école. Ah, Nizan, tu vas soulever la vase des familles. Il voit bien qu'il y a des problèmes. Il voit bien qu'il y a un enfant qui va très mal, qui a un problème à la maison qui est majeur. Il le voit. On est un vieux pays d'inceste. Même au XVIIe siècle, on raconte dans les fermes. Il y avait les vaches à traire et le père à traire. Et donc tout le monde savait, les curés savaient, tout le monde savait.
Et on est toujours en train de respecter ça. Information à la sexualité, affaire de famille, je dis non. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une affaire de famille pour dire aux enfants, ton corps est à toi, personne ne peut y toucher, y compris pas tes parents. Protéger les enfants. C'est une affaire de famille pour dire aux parents, l'éducation à la morale, il n'y a que vous qui pouvez la faire. Quand on couche, avec qui on couche, les interdits, c'est aux parents de le faire. Quand ce n'est pas fait, plus personne ne peut rattraper le coup. Mais vient un moment où c'est plus une affaire de famille du tout, où il faut du tiers pour parler de sexualité, parce que les enfants se ferment, ils ont l'impression de tromper leurs parents, tromperie amoureuse. Les parents qui parlent de sexualité à leurs enfants, c'est incestueux. C'est juste pas possible, parce que d'abord ça lève le voile sur la sexualité des parents, et s'il y a un truc qu'ils ne veulent pas savoir, c'est bien ça. Et donc les parents, ils sont mal placés, ils ont besoin d'aide. Vient 12-13 ans, où le regard se tourne vers des objets sexuels secondaires. Les primaires, c'est les parents. L'enfant, il rêve érotiquement de ses parents. Puis tout d'un coup, il tourne son regard vers des objets sexuels secondaires. C'est-à-dire le moment que certains pères prennent pour incester leur fille. Avant, c'était lui le héros. Maintenant, tout d'un coup, c'est cette andouille de copain de la classe. Donc, il y a des pères qui ne supportent pas ça. Et pour moi, faire la prévention de l'inceste, faire la prévention de la prostitution adolescente, faire la prévention des viols entre adolescents, mais c'est important. Il y a quoi de plus important dans la vie que la sexualité? Que aucun adulte n'approche des enfants sur autre chose que sur le pistil des fougères tout au long de leur éducation, ça ne va pas. Et donc, c'est vrai qu'il faut des ressources humaines. Depuis 2000 ans, on aurait pu les constituer. On n'a rien fait. On a tout bloqué. Et on délègue à la pornographie sur Internet. On n'éduque pas nos enfants. Rassurez-vous, la pornographie fait à notre place. J'espère que ça ne rassure pas.